Salut. Tout d'abord, j'aimerais remercier Greg et Exalt pour leur accueil. Voilà, c'est vraiment une super communauté de Wi-Fi et je vous invite tous à rejoindre le Slack. J'ai appris plein de trucs qui, du coup, m'ont servi pour cette présentation. Je vais vous présenter du coup Data, qui est un projet sur lequel j'ai travaillé ces derniers mois. Donc tout d'abord, qui suis-je? Donc Alphonse, ça fait plus de 8 ans que je travaille dans la data, plus de 5 ans chez Polycea en tant que data architecte. J'ai travaillé majoritairement pour des grands groupes dans tous ces univers, médias, banques, assurances, hôtellerie. Et je suis vraiment très passionné par l'écosystème data et toutes les technos autour de cet écosystème. Le contexte de ce projet, donc de base, je fais énormément de veille en fait pour toutes les équipes data de Polycea, mais aussi sur nos clients. Et on a fait un petit séminaire en septembre dernier et pour travailler du coup sur nos chantiers data. Et sur le chantier veille, les besoins qui ont été remontés, c'est en fait les articles qui sont postés sur la veille, on les perd parce qu'on utilise la version de Slack qui est gratuite, et donc du coup au bout de 90 jours on perd les messages. Quand j'ai besoin des articles, je ne sais pas vraiment où les trouver, je ne sais pas si les articles sont intéressants pour moi, etc. Et donc du coup est né un peu ce projet dans ma tête de me dire comment est-ce que je pourrais fournir un outil qui permet de faire de la veille peut-être aussi de manière automatique et d'ingérer les articles de manière automatique. Donc c'est pour ça que j'ai développé un petit site qui s'appelle Data avec 5A. Bon, pour la petite histoire, c'était moins cher avec 5A qu'avec 3. Donc du coup, c'est pour ça que le site s'appelle Data. J'étais pas très inspiré ce soir-là. Et finalement, j'ai gardé le nom. Ça fait un peu comme Tada, mais Data, voilà, donc c'est sympa. Le site, du coup, agrège tous les articles qui parlent de la data, enfin, beaucoup d'articles qui parlent de la data, beaucoup de repositories, on reviendra dessus après, pas mal de release notes aussi de techno dans la data, sachant que la data, c'est quand même un plus petit écosystème que l'écosystème développement web. Finalement, des technos, il n'y en a pas 1000. Voilà, les événements relatifs à la data, donc par exemple les meet-up comme ce soir, et enfin les podcasts relatifs à la data. Ça ressemble à quoi? Donc ça ressemble à ça, voilà, un bête site entre guillemets, avec du coup des articles slash ressources en feed comme ça, avec du coup la possibilité de filtrer par topic, par technologie, mais aussi de se connecter et de bookmarker des articles. Donc voilà, message à mes collègues. On peut bookmarker des articles et les garder pour plus tard, donc c'est pratique. Comment je récupère les ressources? Donc j'ai 79 flux RSS à date qui sont configurés. Donc les flux RSS, ça représente, on va dire, une partie, ça va être les blogs des technologies utilisées dans la data. Une grosse partie, ça va être des Substack aussi, mais on va trouver des playlists YouTube, les flux RSS des podcasts, etc. Du scrapping, c'est pas bien, mais oui. Quand il n'y a pas de flux RSS disponible, malheureusement, ça arrive. Et du coup, il m'est arrivé aussi d'en réclamer à certains blogs. Voilà, et des ajouts manuels, puisque voilà, je passe aussi pas mal de temps sur LinkedIn. Et du coup, je peux ajouter manuellement des articles. Donc, du coup, tout ça passe dans un LLM pour générer des résumés, des tags par technologie, donc dire, voilà, tel article, il parle de tel techno, et des tags par topic, sachant que la data, c'est aussi un univers assez large. Donc, du coup, on traite des sujets divers et variés. Et pour ça, certaines sources généralistes, par exemple, je récupère un flux RSS de Hacker News que vous devez tous connaître. Et donc, du coup, avec les articles de la page d'accueil de Hacker News, je calcule un score avec un LLM de Data Relevance pour dire, voilà, cet article, il parle de data, et donc, du coup, il est intéressant. Comment sont générés les résumés? J'utilise un petit framework qui s'appelle Summarize, qui est vraiment pas mal. Je l'utilise depuis vraiment pas longtemps du tout. Avant, j'avais vraiment des prompts très custom pour faire tout ça. Et ce package m'a pas mal simplifié la vie. Et pour les sites qui ont des bloqueurs, j'utilise Puppeteer pour avoir un browser headless
lors de mon ingestion. Des alternatives pour extraire le contenu, je trouvais ça intéressant de aussi pousser ces alternatives qui permettent du coup d'extraire des pages web en Markdown. Donc Markdown for Agent qui est basé sur la solution de Cloudflare. Defuddle qui fait à peu près la même chose mais pas tout à fait. Parce que cet après-midi, j'ai encore eu un exemple d'un site que j'arrivais où j'arrivais à récupérer la page avec Defuddle mais pas avec Markdown.new. Enfin, Firecrawl qui permet de récupérer pour le coup, beaucoup de pages d'un même site d'un coup. J'ai aussi développé un détecteur de projets GitHub, donc de projets un peu trendy avec l'API GitHub. Donc, je me suis focus sur tous les projets créés il y a moins de 6 mois qui sont associés à des topics prédéfinis relatifs à la data, qui ont eu un commit dans les 15 derniers jours et qui comptabilisent au moins 40 stars. Donc, dès qu'un projet atteint 40 stars, du coup, je l'ajoute au site. Et au final, quand j'ai fait l'initialisation, ça représentait à peu près 50 projets, ce qui n'est pas beaucoup. C'est-à-dire que du coup, dans mon run, finalement, j'en ai même pas un par jour. Et souvent, c'est assez relevant et assez intéressant. Comment j'administre tout ça ça, c'est aussi assez intéressant. C'est que chaque fois qu'un article est publié sur le site, ça m'envoie un message dans un canal Telegram privé et du coup, je me sers de ce canal Telegram comme d'une télécommande du site. Donc, je peux du coup pick les articles et donc les mettre un peu en featured sur ma page d'accueil, les unpick ou même les delete. Parfois, par exemple, sur la partie data relevance, ça fonctionne pas très bien et donc je delete les articles à la main. Je suis en train de remplacer cette feature-là par une feature plutôt de promote pour les articles calculés avec un score de data relevance. Je peux ajouter des articles en envoyant juste un article à mon bot Telegram et il s'ajoute du coup sur le site et je reçois directement le message et je peux vérifier les informations. Et j'ai aussi développé du coup une vue admin sur le site pour gérer les actions complexes et mettre à jour les champs, etc. et pas avoir à le faire en DB directement. Donc, comment tout ça fonctionne? Du coup, j'ai utilisé Cursor pour tout vibe coder avec une stack Next.js, TypeScript, Drizzle, qui sont des frameworks qui m'ont été conseillés par l'IA. Voilà. Je push sur GitHub. J'utilise Vercel pour le déploiement. Donc, Vercel vraiment m'a simplifié la vie. J'ai pas eu besoin de développer une CI custom. Et donc, à chaque fois que je fais un push, ça se dépose sur Vercel. Et si je tire une branche, ça se dépose sur Vercel, mais pas du coup sur la prod. Voilà, donc je fais des requêtes API sur OpenRouter. Donc j'utilise DeepSeek parce que c'est pas cher et en vrai ça marche quand même assez bien. J'utilise NeonDB pour la base de données, c'est parce que c'est vraiment pas cher en comparaison d'avoir une Postgre managée sur GCP ou sur AWS. Il y a un free tier qui est plutôt sympa. Je ne suis plus sur le free tier, mais ça reste pas cher. J'utilise Redis pour faire du cache entre les deux. Bon, ça, c'est un peu overkill, mais l'IA m'a conseillé pour optimiser d'utiliser Redis et de faire du cache. Et enfin, j'ai une deuxième chaîne qui est plutôt déployée chez moi on-prem pour le moment et pas sur un serveur, on-prem, avec du coup une cron task toutes les 20 minutes qui va aller lire tous les flux RSS et ajouter tous les articles à la base de données en faisant des calls API sur mon appli déployée sur Vercel et m'envoyer du coup les articles sur Telegram. Je suis aussi en train de développer en ce moment une recherche sémantique avec du coup une approche RAG. Donc, je peux poser une question, par exemple, comment structurer un projet DBT, DBT qui est une des technos les plus utilisées en data aujourd'hui. Et donc, du coup, ça va me sortir les articles les plus intéressants sur ce sujet-là et me générer un petit résumé avec les articles associés. Donc, c'est plutôt cool, mais je suis encore en train de le fiabiliser. Il y a quelques cas dans lesquels ça ne fonctionne pas très bien et du coup, il faut que j'améliore mes embeddings. Et donc, maintenant, je vais vous parler de mon développement avec Cursor. Donc, pourquoi j'ai choisi Cursor? Grande question. Vu que j'ai pas lu le code, en fait, c'était pas super utile. J'ai juste eu un ami qui m'a dit utilise Cursor, il paraît que c'est super bien, et vas-y, j'ai utilisé Cursor.
Et donc, je vais vous présenter 3 patterns que j'ai utilisés avec Cursor. Donc, Cursor comme une source d'inspiration. Donne-moi des pistes d'amélioration. Voilà, et il me sort une liste avec des numéros. Et je lui dis, réalise-moi la suggestion 1, 2, 6, 9. Je peux aussi lui demander, dis-moi où est-ce que je suis pas bon niveau sécurité. Et en switchant entre les modèles, en fait, à chaque fois, on a un peu des nouvelles idées. Je lui ai aussi demandé pas mal de fois refacto toute la code base et il l'a plutôt pas mal fait. Un deuxième pattern, du coup, comme j'ai utilisé Next.js, j'ai forcé un build systématique avec une cursor rule. Donc, à chaque fois que je lui demande de développer une feature, à la fin du développement de la feature, il fait un build et s'il y a une erreur, il s'auto-corrige et j'ai pas à moi-même faire un build après ou revérifier que j'ai pas une erreur côté front. Et voilà. Et enfin, du coup, l'utilisation des cursor agents, ça c'est une feature qui est super, qui permet de développer directement dans le navigateur en se connectant sur le site de Cursor et en connectant du coup mon repository sur le site de Cursor. Et donc, je peux lancer des agents. Et par exemple, ici, en fait, dans le métro, je peux me dire ah, tiens, j'ai vu cet article sur Substack et ce Substack qui pourrait être intéressant. Ajoutons-le, en fait, à mes sources. Et donc, voilà, il me suffit juste de faire un petit prompt, de déployer, de mettre marque as ready et de déployer. Et c'est top. Et enfin, du coup, mes takeaways. Bon, pour le coup, vous êtes tous des devs, donc c'est pas super adapté, mais renseignez-vous sur les frameworks. Au départ, j'avais tout fait en Vanilla.js, c'était un enfer. Un enfer à maintenir et j'avais une code base super bloated. Donc, du coup, après, j'ai demandé à quelques amis développeurs web et aussi à l'IA de me conseiller sur les technos. Et ça s'est beaucoup mieux passé. Le front, c'était super pénible et j'ai eu beaucoup de sueur, surtout sur les aspects, sur les éléments sticky. J'ai essayé de faire des choses un peu sympas et c'était l'enfer, mais j'y suis quand même arrivé à la fin. Pareil, moi j'ai un téléphone Android et ça fonctionnait super bien. Et après, j'ai vu que sur le téléphone de ma copine qui a un iPhone avec WebKit, c'était juste l'enfer. Et le responsive m'a demandé quand même, m'a posé quand même pas mal de questions pour avoir quelque chose qui est sympa aussi sur mobile. L'IA, c'est très addictif et ça peut pas mal fatiguer. Sur ce projet, je l'ai fait sur mon temps libre. Et donc, du coup, en me levant le matin, je travaillais sur le projet pendant 2 heures avant de partir au bureau et le soir et les week-ends. Et donc, bon, c'est assez addictif et surtout, à chaque fois qu'on a une idée, on est finalement à un prompt de réaliser l'idée. Et donc, du coup, on se dit, ah, je vais faire mon prompt, puis après, on en a une autre, et ça se termine jamais. Et enfin, l'écosystème change vraiment très vite. Aujourd'hui, je suis pas sûr que j'utiliserais Cursor si je devais refaire le même projet. Peut-être que j'utiliserais directement Claude Code, peut-être que j'utiliserais des skills, peut-être des CLI partout. Voilà. Ouais, je ne le referai pas forcément sur Cursor. Après, bon, ce qui est difficile à jauger, c'est entre les outils, finalement, c'est les systèmes prompt qu'il y a derrière, puisque quand on fait un prompt, il y a quand même un espèce de pré-prompting de l'outil, que ce soit Claude Code ou Cursor, avant que l'info arrive au LLM. Et ça, c'est assez difficile finalement de jauger lequel est le meilleur là-dessus. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Un micro, 2 micros. Alors, est-ce qu'on a des questions? Déjà, merci Alphonse pour la presse. Ouais, merci, bravo. Tu as parlé de refactor à un moment donné. Ouais. J'imagine quand tu as voulu rajouter des fois des fonctions ou des features, il se mélangeait les pinceaux. Non, en fait, j'ai même pas fait des refactoring pour ajouter des fonctionnalités. Je l'ai plus fait en mode sanity, en fait. À un moment donné, en me disant, vas-y, en fait, ça peut être intéressant de lui demander si je suis bien à l'état de l'art ou pas.
Et donc, à chaque fois, il proposait des choses. Il m'a proposé d'utiliser même Sentry donc j'ai Sentry aussi derrière pour faire de l'observabilité. Voilà. Et donc, comme ça, en fait, j'ai itéré. J'ai essayé aussi d'autres outils, je ne l'ai pas dit. J'ai essayé d'utiliser Antigravity quand c'est sorti. Je trouvais enfin, je sais pas si ça fonctionne bien en ce moment, mais au tout départ, c'était quand même relativement buggé. Et donc, j'avais pas mal, mes agents s'arrêtaient en plein milieu, et c'était un enfer. Je passe sur Cursor tout de suite. Merci. Oui. Merci pour les présentations. En fait, je voulais savoir, tu avais parlé une fois un algorithme que tu as utilisé pour les rankings de ton page. Quel type d'algorithme tu avais utilisé? Pour faire de la recherche sémantique, c'est ça? Recherche sémantique ou juste pour mise en place d'un document dans ton site web? Est-ce que tu avais utilisé de ranking de ton publication? En fait, pour la recherche sémantique, si j'ai bien compris ta question, ce que je fais, du coup, c'est que je stocke le contenu de tous les articles en DB. Donc, je n'affiche pas les articles sur mon front parce que ce sera un peu du vol de propriété intellectuelle. Et donc, du coup, le site il est bien là pour juste rediriger. Et donc, ce que je fais, c'est que je calcule des embeddings. Donc, je ne sais pas si tout le monde est familier avec les embeddings. En fait, du coup, je prends tout l'article et je le projette dans un espace vectoriel sémantique, on va dire, avec un LLM, donc avec un modèle d'OpenAI pour calculer des embeddings. Et donc, ce qui va se passer, c'est que quand je vais faire un prompt et que je vais poser une question, par exemple, ici, c'était comment structurer un projet DBT, je vais calculer l'embedding de ma question. Donc, je vais faire passer ma question dans le même modèle pour le projeter dans le même espace vectoriel sémantique. Je ne sais pas si c'est le bon mot, espace vectoriel sémantique, mais bon, c'est compréhensible comme ça. Et après, du coup, je vais comparer le vecteur qui sort avec les vecteurs de ma base de données et ressortir les meilleurs articles. Voilà. C'est à peu près ça le principe du RAG, du coup. Ok, merci. Est-ce qu'on a une autre question? Oui. Merci. Comme tu avais établi des règles plus ou moins pour que l'IA choisisse des docs qu'elle doit intégrer, tout ça, est-ce que maintenant, avec la base de données que tu as, elle réapprend à chaque fois en fonction de ce que tu declines, ce que tu gardes ou ce que toi tu trouves? Ou est-ce que... Non, mais c'est une question intéressante. et en fait, du coup, le truc sur lequel je réfléchis de plus en plus, c'est que voilà, je l'ai montré, je fais des pics manuels et du coup, je mets des articles en feature manuellement et je réfléchis à un peu déléguer cette tâche à un algo en me disant finalement, il y a peut-être des sources qui sont beaucoup plus pertinentes que d'autres. Et peut-être que voilà, en faisant une approche vraiment data science, je pourrais avoir un espèce de score où je me dis à partir de je sais pas, 0,8, 0,9, en fait, tu le mets directement en featured et je me pose même pas la question et that's it. Okay. Je sais pas si ça répond à ta question. Oui, et une autre question. Du coup, là, par exemple, la feature que tu es en train de développer, et par exemple, pour le côté où il va chercher les flux RSS, est-ce que tu mets des garde-fous pour éviter que, par exemple, quelqu'un fasse 20 000 recherches et te détruise tes tokens, ou par exemple, s'il y a un souci avec l'un des sites, il déploie je ne sais pas combien de docs d'un coup sans faire exprès pour éviter de tout utiliser, quoi. Ouais, j'ai mis un rate limiter déjà et ensuite, enfin du coup, ça coûte vraiment pas cher de juste calculer un embedding d'une question et après la charge elle est surtout côté DB en fait de comparer avec toute la base. Et je réfléchissais à mettre du caching aussi, mais bon, à voir. Okay. À voir. Après, j'ai pas une énorme base d'utilisateurs. Après, j'ai à peu près 100 visiteurs par jour, ce qui est pas mal. Oui, mais il y a un rate limiter, voilà.
Est-ce qu'on a une dernière question? Ah oui, il y a un rate limiter et j'ai pas mis, on va dire, ma CB en mode. Enfin, ça scale pas en fait. J'ai mis 10 balles sur OpenRouter et s'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent. Voilà. C'est. C'est plutôt safe comme ça, effectivement. En tout cas, merci beaucoup Alphonse, parce que c'est quand même plutôt cool de pas être développeur et de venir présenter devant un parterre de développeurs. Donc, merci beaucoup.